Je suis René Brault. Je suis conseiller d'orientation psychothérapeute. J'ai travaillé dans l'équipe régulière du service d'inspection à l'ordre pendant plus de 10 ans. Maintenant, j'agis à titre de conseiller sur appel, conseiller occasionnel auprès de l'ordre. Dans cette capsule, nous allons présenter l'activité réservée qui est partagée avec d'autres ordres professionnels, d'évaluer une personne atteinte d'un trouble mental ou d'un trouble neuropsychologique, attesté par un diagnostic ou une évaluation faite par un professionnel habilité à faire l'évaluation. Dans ce contexte, l'activité qui est réservée, c'est d'évaluer dans notre champ d'exercice, en orientation, ce type de personne qui est affectée par ces troubles-là. C'est cette activité-là qui est réservée aux membres de l'ordre. Nous allons présenter 5 points différents. Pourquoi l'activité réservée? Qu'est-ce que c'est, cette activité réservée? Qui est touché particulièrement par cette activité réservée? Quelles répercussions l'activité réservée a sur notre pratique? Et quelques indications pour aller plus loin dans l'appropriation de cette connaissance. La réflexion qui a mené à la correction du Code des professions a utilisé 4 critères principaux. La vulnérabilité des personnes en cause, le risque de préjudice, la complexité des évaluations et l'accessibilité aux services par une personne compétente. Donc, en établissant cette catégorisation de certaines activités professionnelles, ce que le législateur a visé, c'est de s'assurer que les gens aient accès à un service, mais donné par des personnes compétentes. Le premier critère, c'est la vulnérabilité de certaines personnes dans la société. C'est facile de comprendre que si on est atteint d'un trouble mental ou d'un trouble neuropsychologique, certaines choses sont plus difficiles. L'intégration sur le marché du travail, comment assumer ses rôles sociaux, la poursuite des études. Donc, c'est un aspect de la vulnérabilité qu'on veut protéger, justement, par l'activité réservée. Étant donné la vulnérabilité, les recherches qui ont été faites pour corriger le code sont arrivées à la conclusion qu'il y avait un plus grand risque de faire des erreurs et d'avoir un préjudice pour les personnes qui sont vulnérables. Donc, c'est un des autres facteurs qui a été regardé aussi. La vulnérabilité des personnes, mais le risque de préjudice potentiel dans l'activité elle-même. Ici, on parle d'évaluation du fonctionnement psychologique, des ressources personnelles et des conditions du milieu. Dans le champ d'exercice de l'orientation, on a conclu qu'il y avait un grand risque de préjudice à cause de ces facteurs-là qui sont regardés lors de l'évaluation en orientation. Je viens de faire référence à la complexité de l'évaluation. C'est qu'en orientation, on touche à différents aspects. Le fonctionnement psychologique, les conditions du milieu, les ressources de la personne, on collecte des informations relativement à ça, des renseignements. Il faut aussi les décoder, il faut les analyser et procéder à un jugement clinique sur ces aspects-là avant de proposer une action. Et tout ça, c'est pas simple et c'est pas juste de collecter des choses. Donc, c'est ce qui fait que la complexité de l'exercice de l'évaluation dans le champ d'exercice en orientation a été retenue comme étant un des critères pour réserver l'activité d'évaluation. L'accessibilité aux services par une personne compétente, la volonté qui a été exprimée en corrigeant le code, c'est un peu un message qui est envoyé aussi au milieu de pratique et aux gestionnaires. C'est-à-dire, assurez-vous que quand la personne est vulnérable, que vous avez à travers vos équipes la personne dont la compétence est requise par rapport au champ d'exercice en cause. Donc, ça incite les gestionnaires à promouvoir le travail interdisciplinaire et à travers le travail interdisciplinaire, que les personnes concernées aient accès aux professionnels qui est requis. On voit cette situation-là fréquemment, par exemple, en réadaptation, où il va y avoir un ergothérapeute, un physiothérapeute, des conseillers et conseillères d'orientation, un travailleur social. Le changement dans la loi souhaite
mettre en place ce genre de service à multiples volets pour le bien de la personne. Si on prend le texte à la ligne, le texte dit « évaluer en orientation une personne atteinte d'un trouble mental ou d'un trouble neuropsychologique attesté par un diagnostic ou une évaluation par un professionnel habilité. » Donc, il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est évaluer en orientation. Ça fait partie des activités qui sont partagées. En orientation, on nous réserve l'évaluation auprès des personnes qu'on a nommées tantôt. Mais on retrouve le même texte pour toutes les professions des relations humaines qui sont concernées en santé mentale. Donc, on retrouve évaluer en sexologie la personne atteinte, évaluer en criminologie les personnes atteintes. Évaluer en orientation, ça veut dire toucher à différents volets, comme je l'ai expliqué tantôt. On parle d'évaluation du fonctionnement psychologique, des ressources de la personne et des conditions de son milieu, en vue de l'aider à atteindre certains objectifs qui sont prévus dans notre champ d'exercice. Notre champ d'exercice vise à aider les gens à faire des choix personnels et professionnels. On dit dans le texte tout au long de leur vie. Aider les personnes à définir des projets de carrière, et aider les personnes à retrouver leur autonomie socio-professionnelle. Donc, l'évaluation vise à appuyer l'intervention pour ces finalités-là. Donc, ça, c'est la première partie, évaluer en orientation. Personnes atteintes de troubles mentaux et de troubles neuropsychologiques, on y reviendra plus en détail, mais ça, c'est vraiment ceux qui sont concernés par cet acte réservé-là. Ensuite, attesté par un diagnostic. Quand on parle de diagnostic, on parle d'acte médical ou une évaluation par un professionnel habilité. Et là, il y a différents professionnels qui sont habilités maintenant à évaluer la présence d'un trouble mental. Même si ça fait 10 ans que la loi a été adoptée, parfois c'est encore pas tout à fait clair. Il ne s'agit pas d'évaluer la présence d'un trouble. Il s'agit d'évaluer les personnes avec ce trouble dans le cadre du champ d'exercice de l'orientation. C'est pas d'évaluer si la personne est atteinte de dépression. C'est d'évaluer dans le champ d'exercice de l'orientation les personnes qui seraient aux prises avec cette problématique-là, de façon à pouvoir en tenir compte dans le plan d'intervention et les façons de proposer des stratégies d'adaptation à ces personnes-là. On a précisé que l'activité réservée en évaluation auprès des personnes qui ont un diagnostic de trouble mental ou de trouble neuropsychologique était réservée aux conseillers d'orientation. Par exemple, on dit qu'il y a certaines activités qui sont aussi des actes réservés, comme l'évaluation de l'autonomie socio-professionnelle, qui est souvent demandée en appui au travail des agents de Service Québec. Demander à des professionnels d'évaluer l'autonomie socio-professionnelle. Pour assurer la suite des services, la loi prévoit, et on donne des spécifications dans le guide explicatif, qu'il y a certaines exceptions. Parmi les exceptions, il y a tout le travail qui est fait du côté de Service Québec. Et il y a aussi toute une série d'exceptions qui concernent différents secteurs d'activité. Le secteur de l'employabilité dont on vient de parler, le secteur de l'éducation, il y a aussi le secteur organisationnel. On peut se fier au texte. Le texte dit des personnes atteintes d'un trouble mental et des personnes atteintes d'un trouble neuropsychologique. Je vais apporter des précisions sur le deuxième trouble parce que c'est quelque chose qui est peut-être plus facile à concrétiser pour les gens. Un trouble neuropsychologique, c'est des répercussions psychologiques suite à des atteintes du système nerveux central. Je vous donne un exemple. Je suis conseiller d'orientation dans un cégep dans lequel il y a un programme sport-études. Un jeune homme a eu à multiples reprises des commotions cérébrales, qui fait en sorte qu'il y a certaines atteintes qui resteront à préciser, mais on comprend bien que ça peut avoir des conséquences sur certaines habiletés cognitives, sa capacité de concentration, même sur son sens de compétences personnelles.
parce qu'il accorde beaucoup d'importance à son sport. Donc, c'est assez facile d'imaginer que là, c'est complexe l'évaluation et dans un contexte où il y aurait des choix d'études à faire, ben c'est là que la réserve s'applique. On veut un conseiller ou une conseillère d'orientation pour s'occuper de ce jeune-là. Donc ça, c'est un exemple de trouble neuropsychologique. Le trouble mental. Je serais porté à faire un petit détour pour bien mettre en lumière qu'on est loin maintenant avec nos connaissances d'évolution des connaissances en médecine, en neuropsychologie. On est loin de la notion de la maladie mentale d'il y a même quelques dizaines d'années. Dans la tête de beaucoup de gens, maladie mentale, c'est la folie, ce qu'on appelle maintenant le spectre de la schizophrénie. Mais c'est important de saisir que trouble mental, ça couvre plusieurs réalités, comme par exemple les troubles dépressifs et les troubles anxieux. Les troubles liés à des facteurs de stress, les fameux épuisements professionnels qu'on appelle aussi burn-out. Si on pense aux troubles neurodéveloppementaux qui sont très présents dans les milieux scolaires. Alors, ce que la loi vient dire, c'est un élève qui est aux prises avec un trouble neurodéveloppemental, ben, il doit être vu par un conseiller-conseillère d'orientation quand il s'agit des finalités de notre champ d'exercice, c'est-à-dire la poursuite des études, l'établissement d'un projet de carrière, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une notion élargie qu'il faut garder en tête. Un premier aspect, c'est la collecte des informations. En orientation, on a un devoir de faire l'évaluation de certains aspects que j'ai mentionnés tantôt. La loi vient nous dire, c'est réservé à vous autres d'évaluer ce type de situation, des personnes qui sont atteintes de ces troubles-là. Bien, ça veut dire qu'il faut questionner. Il faut que les conseillers et conseillères d'orientation entrent ça dans le protocole de collecte d'informations pour pouvoir agir en conséquence. Si je ne pose pas des questions dans mon anamnèse du cas, dans l'analyse préalable d'une demande de consultation, ben je ne le saurais pas et je ne pourrais pas agir en conséquence. Et ça, ça veut dire que sur cet aspect-là, faut sortir de la petite gêne qu'on avait d'aller dans ce territoire-là avant. Hein, la loi vient nous dire, là, c'est vous autres les responsables, c'est vous autres les professionnels compétents, bien, ça veut dire qu'il faut questionner cette zone du fonctionnement de la personne, cette zone de ses ressources, pour pouvoir agir et adapter l'intervention. Donc ça, c'est une première conséquence pour la pratique. Le deuxième aspect, c'est sur le plan des compétences. Les conseillers d'orientation ont l'obligation, dans le code de déontologie, de maintenir, développer, tenir à jour ces compétences en termes de troubles mentaux et de troubles neuropsychologiques, dépendant des milieux dans lesquels on travaille, dépendant des clientèles que l'on rencontre aussi. Une autre répercussion, c'est notre responsabilité de défendre le droit d'accès par des personnes compétentes, des gens en général dans la population. D'être vigilant et de voir dans les milieux dans lesquels on œuvre, est-ce que toutes les personnes qui sont aux prises avec un trouble, avec diagnostic ou évaluation, reçoivent les services requis par une personne compétente. Et dans le champ d'exercice de l'orientation, qui est lui-même défini dans la loi, ben, on dit ce sont des conseillers d'orientation, des conseillères d'orientation qui sont les personnes compétentes. Donc, on a à être vigilant comme professionnels dans nos milieux respectifs pour assurer cette protection-là à des services compétents. Dans la perspective de cette vigilance, il est important de rappeler que la loi fait en sorte que la détection des troubles mentaux, tantôt j'ai parlé de l'évaluation de la présence des troubles mentaux, mais la détection des signes de troubles mentaux, c'est pas réservé. On s'attend à ce que tous les professionnels du cadre de la santé mentale et des relations humaines participent activement à la détection et réfèrent aux personnes autorisées pour identifier plus clairement les situations. Ça, c'est un premier aspect.
Autre aspect qui touche la vigilance, c'est que on partage avec les autres professionnels des relations humaines un devoir d'information, de promotion et de prévention en santé mentale, dépendant des types de milieux dans lesquels on est et des problématiques. Mais tous les professionnels des relations humaines ont ce devoir d'information, promotion, prévention. Et sur le plan de la prévention, on identifie clairement aussi que la prévention du suicide, ça relève de tous les professionnels des relations humaines. Donc, ça concerne, par voie de conséquence, les conseillers et conseillères d'orientation aussi. Si vous avez envie d'en savoir plus, voici quelques moyens pour aller plus loin.